Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, David Dupuy et l'épreuve de l'invisible, épisode 1. Dans cette nouvelle série d'épisodes, on reçoit David Dupuy, anthropologue et psychologue, à l'occasion de la sortie de son livre L'épreuve de l'invisible, publié chez Seuil le 7 mai 2026. David Dupuy a étudié les rituels de consommation d'ayahuasca, principalement à Taquihuasi, un centre ouvert en 1992 dans la Haute-Amazonie péruvienne, par un médecin français, Jacques Mabi. David Dupuy a fait son travail de terrain à la fin des années 2000, dans un contexte beaucoup moins favorable aux psychédéliques qu'il ne l'est aujourd'hui. Son livre retrace son parcours de recherche, pourquoi il en est arrivé à ce sujet, comment il l'a abordé, les expériences qu'il a lui-même vécues et les concepts qui en ont émergé. Il nous parle aussi de la posture du chercheur universitaire qui vit une expérience aussi complexe et déroutante que l'ayahuasca. Et il aborde également l'accueil de son travail par certains services de l'État français, très méfiants à l'époque, et par le centre Taquihuasi lui-même, pas très heureux de voir son travail spirituel interprété en termes universitaires. Une histoire très riche qui nous fait vivre les grandes questions qui ont traversé cette époque d'explosion du tourisme chamanique entre rationalité moderne et expérience magique. Des questions qui animent encore aujourd'hui, et sans doute pour des années encore, les débats entre ceux qui s'intéressent de près à l'expérience psychédélique. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Des années 2000. Donc moi je venais d'arriver à Paris quelques années avant pour faire mes études. Je m'intéressais déjà à l'anthropologie. J'étais déjà un peu dans l'esprit de chercher un terrain d'enquête. Et par ailleurs, je m'intéressais aussi à la question des états modifiés de conscience, des psychédéliques, qui était quelque chose dont on parlait pas tant que ça à ce moment-là. C'était encore un sujet plutôt niche. Et j'ai commencé à entendre parler de l'ayahuasca. Alors, ça, un peu comme tout le monde, avec des choses sur Internet, c'était le moment où YouTube commençait à exploser un peu. Tout simplement aussi des soirées à Paris, dans des discussions de gens que je rencontrais, et il commençait à y avoir des personnes qui revenaient d'Amérique latine, qui revenaient du Pérou, et qui étaient allées prendre l'ayahuasca en Amérique du Sud. C'était un peu le moment du début du boom de ce qu'on a appelé après le tourisme chamanique, qui commence en fait dans les années 90, mais qui explose vraiment dans les années 2000, notamment suite à la sortie du film de Yann Kounen, à l'époque Blueberry, et le documentaire qui avait suivi D'autres mondes. C'est le moment aussi, il y avait le livre de Jérémy Narby, Le serpent cosmique, qui était sorti quelques années avant. Ça avait contribué à populariser l'ayahuasca. Et donc on commençait à avoir de plus en plus d'Occidentaux, d'Européens qui partaient en Amazonie pour aller faire cette expérience. Et il se trouve que parmi ces Européens, il y avait beaucoup de Français. Et je me souviens comme ça de discussions où ce qui me frappait, c'est que les personnes qui revenaient de ces voyages, c'était fascinant. Ils racontaient des histoires de rituels dans la jungle, avec des vomissements, des visions, et c'était assez, on sentait quand les gens en parlaient que c'était quelque chose de très important. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui revenaient, en fait, tout simplement présentaient cette expérience comme l'une des expériences les plus fortes, les plus importantes de leur vie. Donc il y avait quelque chose là qui se jouait. Et par ailleurs, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de ces personnes qui parlaient de rencontres dans ces expériences. Alors il y avait beaucoup d'histoires de thérapie, de gens qui parlaient de deuil, qu'ils avaient résolu comme ça. C'était parti pour aller soigner des choses, souvent guérir des choses. Et beaucoup parlaient de rencontres avec des êtres qui me décrivaient comme des esprits. Donc il y avait des esprits des plantes, on parlait beaucoup des chamans, des esprits des plantes. Et notamment, je me souviens, déjà à l'époque, les gens parlaient beaucoup de l'esprit de l'ayahuasca. Les gens avaient rencontré quelque chose dans cette expérience, un être qui apparaissait à travers les visions notamment, qui se présentait comme l'esprit de l'ayahuasca et qui leur avait enseigné tout un tas de choses, qui les avait soignés. C'était un peu ça
le récit qui revenait. Et c'est vrai que bah, moi à l'époque ça m'avait un peu surpris, quoi, un peu étonné, parce que tu te retrouves sur des terrasses de café à Paris ou dans des fêtes, et voilà, t'as des gens, des Parisiens qui te parlent d'esprit des plantes, mais aussi voilà, de gens qui avaient retrouvé dans l'expérience, qui avaient rencontré des personnes qui connaissaient qui étaient décédées, des ancêtres, il y en a qui me parlaient d'anges, de démons. euh, et ils parlaient de tout ça de manière très évidente, quoi. Comme si, voilà, c'était, voilà, bah, tout simplement, ils ont rencontré ces trucs-là, c'était très concret et tangible. Et c'est vrai que je me souviens que, voilà, une fois, j'avais demandé à l'une de ces personnes-là, qui me parlait des esprits, des plantes, de la forêt, l'esprit de l'ayahuasca, et je lui avais demandé de manière, en fait, assez naïve, hein, mais du coup, toi, est-ce que tu crois, toi, tu crois aux esprits de la forêt Et il m'avait répondu, je me souviens, en souriant, il m'avait dit, écoute, je sais pas si j'y crois, mais ce qui est sûr, c'est que je les ai vus. Et ça, cette phrase, je pense que c'est ce qui a déclenché déjà en fait l'enquête, quoi. C'est ce qui m'a posé question. C'est venu déstabiliser quelque chose où j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de croyances, voilà, comme je pouvais aborder ça de manière un peu naïve à l'époque, mais plutôt voilà, de faire l'expérience concrète et tangible de la rencontre d'êtres qui bah, qui n'existaient pas dans notre monde habituel à Paris. Voilà, c'était ça qui était un peu flagrant, c'est que et un peu troublant, c'est que voilà, tous ces êtres dont ils disaient avoir fait la rencontre, bah, pour nous qui étions éduqués dans une société pétrie de rationalisme, très sécularisée, etc. Voilà, bah, d'un coup, ces voyages-là, pendant ces voyages-là, ces personnes-là, voilà, disaient avoir rencontré des êtres qui bah, avaient été refoulés en fait, hein, par la modernité au rang de superstition. Et ils me disaient pas qu'ils y croyaient, voilà, ils me disaient qu'ils les avaient vus. Et que non seulement ils les avaient vus, mais ils avaient échangé avec, et que ces échanges les avaient transformés, et que cette transformation était sans doute ce qui avait l'expérience la plus importante de toute leur vie. Donc là, bon, je me suis dit qu'il y avait un truc, et ouais, sans doute, oui, que cette phrase, je sais pas si j'y crois, mais ce qui est sûr, c'est que je les ai vus, c'est sans doute ce qui a déclenché ma propre curiosité. L'émergence de ces pratiques là, autour de l'ayahuasca, ça s'est apparu aussi au moment où moi je commençais vraiment à m'intéresser à l'anthropologie, à avoir envie d'en faire. Et donc ça s'est rencontré, quoi. Ça s'est rencontré, ça s'est un peu télescopé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à rentrer en contact avec des anthropologues français, et notamment bah, Philippe Descola qui a fini par diriger mon travail de thèse. Et là, j'étais tombé sur un documentaire, donc dans mes recherches sur l'ayahuasca, qui portait sur un documentaire qui portait sur Takiwasi. Et là, je sais pas, ça a été une intuition, je me suis dit, tiens, là il y a un truc de cette institution qui avait l'air assez intéressante parce que c'était un centre de traitement des addictions, monté par un médecin français, donc il y avait cette articulation médecine, psychothérapie et usage de l'ayahuasca. Il y avait à la fois des Péruviens qui travaillaient là-bas, des Français. Ça paraissait aussi plus accessible parce que bah voilà, il y avait des Français qui travaillaient là-bas. J'ai envoyé un mail à Jacques Mabi, donc qui est le médecin qui a créé Takiwasi, et on s'est rencontrés dans un café à Paris lors un de ses passages en Europe. Je lui ai parlé de ce projet, d'éventuellement mener une enquête anthropologique sur ces Européens qui partaient en Amazonie pour participer à des rituels d'ayahuasca, et pourquoi pas enquêter à Takiwasi. Et il m'a dit que bah ouais, pourquoi pas, que ce serait intéressant que je vienne déjà une première fois, voir un petit peu comment les choses se passent. Et voilà, il m'a souligné aussi que certaines choses se comprennent par la pratique, par la participation. Et d'ailleurs, l'un des chercheurs que j'avais contacté, l'un des anthropologues que j'avais contacté, m'avait invité aussi à aller faire déjà un premier séjour en Amazonie, voir un petit peu faire un peu comment les choses se passaient avant de éventuellement commencer une recherche à proprement parler, faire un peu du repérage, quoi. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. On peut travailler de différentes manières, ça aurait sans doute été possible. D'ailleurs, il n'y avait aucune obligation hein, de prendre l'ayahuasca, ça ne m'a pas été imposé ni par les gens de Takiwasi, ni par évidemment mes directeurs de recherche.
Mais c'est vrai que l'anthropologie, méthodologiquement, c'est une discipline qui se caractérise voilà, par une méthode qui lui est propre, hein, qui s'appelle l'observation participante. C'est vrai qu'il y a cette idée que pour prétendre connaître quelque chose, il suffit pas de lire à son sujet, il faut aller là-bas, passer du temps avec les personnes avec lesquelles on travaille, et puis qu'il suffit pas de passer du temps, il faut aussi participer, c'est-à-dire qu'il faut prendre part à ce que tu étudies. Donc ça signifie un engagement du corps, et il y a cette idée effectivement que en participant, finalement, il y a un apprentissage qui se fait au-delà des mots aussi, hein, par tout simplement l'expérience partagée. Alors, il y a aussi une chose, c'est aussi des questions pratiques, c'est-à-dire que la participation souvent ouvre l'accès au terrain, hein. C'est-à-dire que avec un sujet comme celui-là, si tu es là dans ton coin avec un carnet, à prendre des notes, à vouloir interroger les gens, voilà, tu vas avoir du mal à t'intégrer. C'est sûr que le fait de participer, tout simplement en fait fait de toi un interlocuteur valide bien souvent auprès des personnes avec lesquelles tu souhaites échanger. Et d'ailleurs souvent ça m'était répété pendant l'enquête, hein. Il y a plein de personnes que j'ai interviewées qui me disaient bon alors ça quand je leur demandais de me faire le récit les lendemains de cérémonie d'ayahuasca, de ce qu'ils avaient vécu, il y en avait pas mal qui m'avaient dit ouais bon ça bon là ce que je travaille c'est un peu particulier mais bon toi ça va, je sais que t'as pris l'ayahuasca donc tu peux comprendre. Donc en fait, alors je sais pas si ça faisait que je pouvais comprendre, comme on le sait la communication, il y a pas mal d'occasions de malentendus, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que manifestement ça faisait de moi un interlocuteur valide pour l'autre. Donc ça c'est important, déjà c'est une première chose. Et ensuite, c'est sûr que quand on participe aussi, on vit des choses qui sont difficiles à décrire dans les entretiens, qui ne sont pas toujours décrites, qui ne sont pas au premier plan dans les entretiens. Et ça permet le repérage, tu vois, d'éléments subtils de l'expérience. Ça oriente beaucoup ce sur quoi on enquête. Donc c'est quand même très important la participation au sens où ça fait accéder à l'objet aussi, hein, et c'est vrai que voilà, moi qui travaillais notamment sur la question de la transmission d'une cosmologie à travers l'expérience, mais aussi la dimension très relationnelle, la rencontre avec des êtres, des entités dans l'expérience, des choses comme ça. C'est vrai qu'avoir fait l'expérience, en fait, d'un coup, on comprend beaucoup de choses. Quand par exemple, voilà, pour donner un exemple, quand les gens disaient oui, l'ayahuasca m'a dit que, voilà, bon, moi je pensais que c'était très métaphorique, tu vois. Et en fait, tu prends l'ayahuasca, tu entends littéralement des voix qui te parlent. Et là, tu comprends, ah oui, non, d'accord, ok. Quand les gens disent l'ayahuasca m'a dit que, ça veut dire que, en tout cas, dans certaines situations, c'est vraiment qu'on entend une voix qui s'adresse à nous. Ça permet de mieux comprendre aussi ce que nous disent à nos interlocuteurs. Et puis, c'est vrai qu'on vit des choses, donc on perçoit des choses. C'est comme utiliser son corps, tu vois, comme outil d'enquête, hein, et pas juste le langage. Ah bah oui, j'ai été surpris. Oui, je pense que c'est difficile de ne pas l'être. Oui, bien sûr. Oui, j'avais lu un petit peu, j'avais vu quelques documentaires, mais bon, on est toujours loin du compte, hein, par rapport à le vivre soi-même. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'était ce cadre ritualisé. C'est-à-dire que, évidemment, voilà, moi je suis né dans les années 80, j'ai grandi en Normandie, en province. Il y avait toute une culture à l'époque techno, etc. Donc il y avait déjà des usages de psychédéliques qui existaient, mais dans des milieux plutôt underground, dans des contextes plutôt récréatifs, festifs. Et là, ce que je découvrais en Amazonie, c'était des usages institutionnalisés, avec notamment le rituel. Et donc des usages collectifs, avec des règles, avec des manières de faire, avec une finalité très précise, qui en l'occurrence là est le soin et la connaissance de soi, on va dire, hein, puisque les personnes qui viennent participer au séminaire, voilà, hein, viennent souvent pour soigner des choses qu'elles n'ont pas réussi à soigner dans leur propre société, hein, ça peut être souvent des choses psychologiques, ça peut être de l'anxiété, de l'addiction, de la dépression. Il y a aussi pas mal de personnes qui sont un peu dans des crises existentielles, des deuils, des choses comme ça. Et donc c'est pas du tout
Les personnes en tout cas que j'ai rencontrées sont pas du tout des gens qui faisaient ça juste par curiosité ou pour le fun. Enfin, j'ai jamais vu personne qui venait prendre l'ayahuasca en Amazonie pour le fun. Tu vois. Il y a souvent des attentes assez fortes, souvent thérapeutiques, aussi spirituelles. Hein. C'est vrai que ces séjours en Amazonie, ça s'inscrit aussi dans les recompositions des spiritualités la modernité occidentale, hein, avec ses spiritualités très individualisées, où chacun va se construire un peu son truc en prenant à droite, à gauche des éléments voilà, de chamanisme, du christianisme, etc. Donc il y avait souvent des quêtes spirituelles, et puis aussi une dimension politique. Hein. Il y avait pas mal de personnes avec lesquelles j'ai échangé qui voilà, me disaient aussi que bah, tout simplement ils avaient la sensation de vivre dans des sociétés qui étaient dans l'impasse, notamment dans le rapport aux questions environnementales, dans le rapport à ce qu'on appelle la nature dans nos sociétés, et que voilà, il y avait un vrai intérêt sincère pour les sociétés autochtones et leur manière de se relationner aux non-humains, à la nature. Et il y avait cette idée qu'on va apprendre, on va aller apprendre auprès bah, de populations autres, d'autres manières de faire qui peut-être seraient plus constructives, ou en tout cas moins destructrices que les nôtres. Donc voilà, il y a des attentes assez fortes. Donc voilà, ça se distingue quand même pas mal de ce que j'avais pu voir avant, ou de gens qui utilisaient des psychédéliques un peu dans une sorte de curiosité assez vague quand même, ou voilà, des fins récréatives. Et ensuite, bah, il y avait ce que proposait donc Takiwasi en l'occurrence, et puis tous les autres institutions sur lesquelles j'ai enquêté, les autres guérisseurs que j'ai rencontrés, qui présentaient la prise d'ayahuasca comme quelque chose de très sérieux, pas du tout à faire avec à la légère, et qui devait être très encadré. Et d'où voilà, cette question du rituel. On sentait que c'était pas anodin, que c'est une expérience dans laquelle on mettait, si tu veux, un sens qui était très structuré par rapport à ce qui pouvait se faire ici en France, de ce que j'avais vu, quoi. Et donc voilà, les rituels d'ayahuasca, ça se passe la nuit. On se retrouve vers 18h, quand la nuit commence un peu à tomber. On est 10-15, chacun a son petit coussin, son petit seau, parce que ça peut faire vomir. Voilà, alors à Takiwasi, il y a des règles qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal d'autres endroits, hein, où bah, on peut pas se déplacer comme on veut pendant le rituel, on peut pas toucher les autres, leur parler, on doit rester concentré sur soi. Et ça, c'était aussi un truc assez particulier, parce que c'est-à-dire que tu prends une substance quand même psychédélique très puissante, et tu peux pas du tout te divertir en ouvrant les yeux, en te promenant, ou que sais-je. Voilà, tu es assis, tu peux pas trop bouger, t'es dans le noir, donc assez vite en fait tu fermes les yeux, et voilà. Et ça dure 6 heures. Tu peux pas trop diluer l'expérience, tu vois, par des divertissements variés, ne serait-ce que regarder un truc un peu sympa au loin, quoi. Tu vois, t'es très... Donc voilà, ça, si tu veux, déjà, voilà, les conditions du rituel font que on est dans quelque chose de très très différent de l'usage des psychédéliques qui peuvent se faire bien souvent en France, quoi. Surtout qu'à l'époque, on n'a pas encore tout ce truc de la médicalisation des psychédéliques, donc c'est l'usage des psychédéliques qui est vraiment encore assez marginal. Bien sûr, il y a des groupes qui explorent dans leur coin, qui essaient d'explorer, mais bien souvent, c'est quand même plutôt dans l'ordre du récréatif. Moi, j'étais arrivé avec l'idée, comme beaucoup de gens, que c'était une substance hallucinogène, voilà, et que j'allais avoir des visions. Ça, c'était évidemment le grand truc. Alors, tout le monde est un peu curieux de ces visions. Voilà, en Occident, souvent, les gens sont assez obsédés hein, par ça. Hein. Et c'est sans doute lié d'ailleurs au tropisme visuel hein, de nos sociétés, où la vue, c'est le sens euh, le plus considéré. Et voilà, moi j'ai pas eu de vision par exemple. Et en fait, beaucoup de personnes n'ont pas de vision au début, ou peut-être n'en auront jamais. Moi j'en ai pas eu avant quelques prises. Et donc j'étais très surpris, quoi. J'attendais les visions et il n'y avait pas de vision. Et j'ai compris, si tu veux, que le terme hallucinogène était très très réducteur. Parce qu'il s'agit pas tant que ça de voir. Enfin, en tout cas, c'est pas le cœur nécessairement de l'expérience. Ce qui m'a frappé, ce à quoi j'étais beaucoup moins préparé, c'est la dimension très émotionnelle de l'expérience. Ça, c'est très frappant, c'est que voilà, tu ressens des émotions extrêmement amplifiées. Donc c'est voilà, et encore une fois, t'es assis, tu peux pas bouger, t'es dans le noir.
Ça dure longtemps, donc voilà, ça peut être assez déstabilisant. Il y a la nausée, il y a ces sensations de variation de température, de vertige. Et moi, en fait, la première expérience, assez vite, en fait, je me sens mal. Assez vite, je me sens mal. Je perds le contrôle, si tant est que je l'ai déjà eu un jour. Et en tout cas, là, je me rends compte que je n'ai pas le contrôle. Et il y a un truc qui, ouais, y a un truc qui glisse. Je commence à pas mal angoisser, à me dire que j'ai fait une grave erreur, que, enfin voilà, je pars dans un truc assez difficile, quoi, assez difficile. Je me souviens que voilà, je commence à rentrer dans des espaces où je me dis, oulala. Là, je vais peut-être pas pouvoir retrouver le chemin du retour, et si je le retrouve un jour, ce qui est sûr, c'est que je me promets bien de ne jamais refaire ça. C'était une très mauvaise idée. Et c'est-à-dire que d'un coup, tu prends conscience aussi, voilà, que moi, c'était la première fois que je quittais l'Europe. Tu vois, j'étais jeune et tout, et j'avais une petite vingtaine d'années, quoi, la première fois que j'y suis allé. Et donc, voilà, d'un coup, tu te dis aussi, oulala, je suis à des milliers de kilomètres de chez moi, dans la jungle, en Amazonie, j'ai bu un truc, je sais pas trop ce que c'est, en fait, on me dit c'est l'ayahuasca, mais bon, voilà, avec des gens que je ne connais pas vraiment tant que ça. Enfin, d'un coup, voilà, tu mets en perspective la situation, et tu peux te demander si c'était une si bonne idée que ça. Et ce qui est très étonnant, c'est que là, un guérisseur vient vers moi, alors que j'ai rien demandé, et que en fait là je suis vraiment en difficulté. Il me demande si ça va, je dis que ça va, mais en fait ça va pas vraiment. Et là il me fait il commence à me souffler du tabac et des parfums sur le corps. Et donc je comprends pas trop ce qu'il fait, mais il me parle pas, il n'y a pas un mot, pas de commentaire. Et il repart sans commentaire, et je sens, si tu veux, que ce qu'il a fait a complètement modifié mon état. C'est-à-dire que j'étais en train de glisser dans un truc très 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 déstabilisant, où je sentais plus trop les frontières, voilà, de l'intérieur, de l'extérieur, enfin tu vois, ce genre d'espace. Et il repart sans un mot, et là je suis assis dans la Maloca, donc voilà, je suis là, et oui, j'ai pris de l'ayahuasca, mais ça va, quoi. Et donc là, ça c'était aussi un peu la deuxième surprise, c'est voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, qu'est-ce qu'ils font, les guérisseurs? Ils ont manifestement, ils arrivent dans une certaine mesure à contenir l'expérience, à en façonner le contenu, et ça c'est quelque chose qui m'a frappé et qui m'a beaucoup intéressé après, d'ailleurs dans la suite de mes travaux. Voilà, je me suis intéressé à ça, notamment d'ailleurs comment les parfums et les sons aussi, parce qu'il y a des chants toute la nuit, comment les chants, les parfums vont façonner l'expérience. Donc voilà, parce que tu es là pendant ces 6 heures, les guérisseurs chantent toute la nuit, et ces chants, ces parfums qui sont soufflés, cette fumée de tabac, etc., c'est vraiment ce qui va venir façonner l'expérience. Je m'étais promis de jamais le refaire, et puis finalement, une fois revenu, bon. Ça m'a pris quelques jours quand même de me dire que je le referais, mais finalement la curiosité l'a emporté, et voilà. Et puis finalement ça a été le début d'une aventure et puis de l'enquête. Aventure que David Dupuy continuera à nous raconter dans le 2e épisode de cette série. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast financièrement grâce à une page Tipeee dont le lien est en description. Dans le prochain épisode, David Dupuy nous racontera sa première rencontre avec l'esprit de l'ayahuasca. D'ici là, portez-vous bien.